Nous sommes le 25 février 2021 et nous enregistrons l'épisode 294 que vous écoutez où vous voulez, comme vous voulez. Nos chroniqueurs ont compilé leur sélection d'informations technologiques, c'est comme chaque semaine leur revue de presse. Au sommaire de celle-ci et dans le désordre, Zoom, crypto, racisme, Linux, aspirateur, réalité augmentée ou encore moineaux et pommes. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous laissent des commentaires chaque semaine, des commentaires constructifs, c'est le cas d'Éric Andelin, de Battant, de Pierre Laure, de Sébastien Boireau, de Master Ghoster, de JF Didier, de Toumoisy59, Frédéric Bourdin, Nicolas Saint-Lay ainsi que 626. N'hésitez pas vous aussi à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. C'est un nouvel épisode qui commence, c'est toujours... ça a beau être le 294e, il y a toujours un petit quelque chose. Quand on lance l'épisode comme ça, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? De quoi allons-nous parler ? Et avec qui surtout ?» Ça, c'est encore assez facile, c'est avec ceux-ci. D'un côté, Sébastien, qui s'est laissé pousser. C'est l'homme de Cro-Magnon que nous retrouvons, en l'occurrence. Bonjour Sébastien, c'est la première fois qu'on t'entend cette année, et si je ne dis pas de bêtises. C'est la deuxième. Ou la deuxième fois, d'accord. Oui, effectivement. Et puis de l'autre côté, ça devient un habitué, routinier. David, en direct de Bangkok, Thaïlande, où il fait très chaud, me disais-tu juste avant de commencer. C'est la canicule chez vous à cette époque-ci de l'année, il fait très très chaud, quoi. C'est toute l'année. Ah, c'est toute l'année, ok, d'accord. Chez nous, ça a été 2 jours, et au mois de février, 20 degrés au mois de février, c'est quand même assez particulier. Donc voilà, nous on l'a épinglé, chez toi, à mon avis, même la nuit, c'est bien plus que ça. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'était le cas déjà les autres fois. J'ai déjà cité tous ceux qui nous ont laissé des commentaires, j'ai pas cité ceux qui sont dans le chat sur Twitch, vous le savez, ces enregistrements sont réalisés sous l'œil attentif de quelques-uns d'entre vous, quelques habitués du podcast, qui nous laissent aussi quelques commentaires qui enrichissent en même temps aussi un petit peu le contenu. Des fois, on pense pas à un truc et puis quelqu'un vient sur le chat nous dire « Ah oui, mais vous avez oublié ça » et on en parle à ce moment-là, ce qui est le bienvenu également. Je sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous avait quelque chose à dire pour entamer cet abécédaire, enfin, en tout cas, entamer ce numéro, l'abécédaire, ça vient. Sébastien, non, oui, un petit truc. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Bonjour. Ça va se lâcher, ça va démarrer juste après déjà le premier jingle. La lettre A comme Apple, c'est David qui va nous parler d'Apple et de 30 000 Mac qui est infecté par Silver Sparrow et personne ne sait pourquoi. Tu vas nous expliquer tout ça, David. Oui, donc ce sont des chercheurs dans la sécurité de chez Malwarebytes et de Red Canary, qui sont des sociétés spécialisées dans la sécurité, qui ont découvert un virus dormant qui aurait infecté à peu près des 30 000 Mac dans la nature, donc en production, en vrai. Oui, des vrais Mac. Et oui, je veux dire en vrai, parce que parfois, on détecte des virus avant qu'ils soient disséminés dans le grand public, et on le trouve sur des machines de développement, des machines spécialisées. Mais là, réellement, ça a été trouvé sur des ordinateurs appartenant à des gens, Monsieur Tout le Monde. Des vrais gens. Oui. Des vrais gens, des mecs sauvages dans la nature. Voilà, des mecs sauvages dans la nature. 30 000 quand même, c'est pas beaucoup à l'échelle de la planète. Ce n'est pas beaucoup. Par contre, les virus ne sont pas très communs sur les Mac. Non, c'est vrai. Les Mac se vantaient généralement de ne pas être vulnérables aux virus autant que les PC. Ce qui est ici nouveau, c'est qu'ils s'attaquent aussi bien aux Mac qui sont équipés de processeurs Intel que de processeurs Apple, dont le nouveau M1. Donc les nouveaux Mac avec le processeur M1 et M1 Mini, qui sont basés sur un cœur ARM, sont également touchés. Alors ce virus apparemment ne fait rien pour l'instant, mais peut potentiellement activer des charges de travail malicieuses à la demande. Donc c'est un peu comme c'est un peu la technique des botnets. Donc on infecte d'abord les ordinateurs, ils ne font rien, et puis quand il y a une certaine masse critique qui est atteinte, ces ordinateurs qui ont ces virus qui dorment dessus peuvent recevoir des commandes et tout d'un coup
avoir une charge de travail malicieuse. Dans ce cas-ci, Apple a déjà révoqué les binaires infectés. C'était une extension de moteur de recherche qui était infectée, mais ça ouvre en quelque sorte la boîte de Pandore à possiblement des nouveaux virus qui pourraient infecter les Mac. D'accord. C'est vrai que c'est assez rare. C'est pas impossible d'infecter un Mac, me semble-t-il. Au niveau informatique, on peut infecter n'importe quoi si on le désire vraiment. Mais c'est vrai qu'on en parle peu, à tel point que souvent les applications antivirus, etc., quand on annonce un antivirus pour Mac, on dit ouais, c'est ça. Non merci, passez votre tour. Sébastien, as-tu un truc à rajouter à ça, à dire, ou as-tu des informations complémentaires? Non. Enfin, si, j'ai pas de Mac, pas de problème. Mais je vois le truc pour voir comment s'était passé l'infection. Parce que c'était le truc classique, t'as ouvert un mail, t'as visité un site, c'est un problème dans le navigateur. Je sais pas si toi t'as... C'est une extension du moteur de recherche. Apparemment, ils ont trouvé déjà 2 versions différentes. Ils ont un blog sur le site de malware de Red Canary où ils expliquent tous les détails techniques, mais ça va très largement au-delà de ce qu'on peut discuter ici. Oui, parce que voilà, on n'est pas très technophile. JavaScript, Adobe Flash, tu vois, les gens, ils ont peur. On les a perdus. Non, ils sont toujours là. Ils sont là, ça va, il n'y a pas de souci. Ils sont là, ils comprennent. Mais oui, voilà, ça a l'air d'être un PKG ou un DMG. Bon, a priori, ça a quand même l'air d'avoir installé un truc. Donc, c'est pas arrivé par magie chez les gens, quoi. C'est ça, c'est un PKG. Oui, c'est ça. Voilà. On laisse évidemment à chacun le loisir, si je puis dire, de se pencher sur cette problématique, si je peux dire aussi, puisqu'on laisse les liens chaque fois, vous le savez, vers les articles, les sources de ce dont on parle dans chaque épisode. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à commenter de votre côté si vous le désirez. On peut aller plus loin quand on est sur ce genre d'informations. Je le dis comme ça à David en même temps, parce que David, vous le savez, n'est pas là depuis très longtemps. Ça fait ta 3e prestation, 4e, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc pour les prochaines fois, on le sait, on pourra aller un tout petit peu plus loin, mais pour l'instant, on s'en tiendra à ça. Question d'aller plus loin. A comme aspirateur. J'avais presque envie de dire qu'on aurait pu le titrer, il y a de la rumba dans l'air, mais quand rumba rime plutôt avec vodka, c'est pas mal aussi, Sébastien. D'ailleurs, t'as mis, je sais pas si c'est toi ou moi, mais il y en a un ami, Vocta. Ça commence bien, tu vois. Je pense que c'est toi, ça, par contre. C'est moi, allez. Je suis fatigué, comme vous pouvez le voir. C'était un vodka. Voilà. Et donc, une petite blague, effectivement. Donc, Roomba a essayé une petite mise à jour ici qui semble poser 2-3 soucis. Le premier souci, c'est que le Roomba devient amnésique. Trop de vodka, perte de mémoire. Et donc, il ne se souvient plus de la map qu'il a faite de votre maison, appartement, que c'est une petite pièce à nettoyer. Donc, d'un coup, il a perdu le truc. Et alors ça vaudra la peine d'aller voir si on sait la mettre à l'image, la petite animation, parce qu'il y a un mec qui a fait un timelapse de son Roomba après mise à jour. Donc effectivement, il devient amnésique, et 2, il sait plus vraiment où il doit aller charger. Et donc le Roomba, une fois qu'il a reçu la mise à jour, il commence à se promener un peu partout dans la pièce et en criant il est 20 et il trouve pas le chargeur, donc finalement il décède en plein milieu de la pièce. Sans chargeur. Donc voilà, ça rend le truc un petit peu obsolète. La femme de ménage, quand elle fait pas son taf, tu la vires. Le Roomba ici, t'as fait l'upgrade, tu sais pas faire de downgrade. Roomba a essayé de sauver quelques personnes en faisant des downgrades quand il pleure au niveau du support, mais ça a pas l'air évident pour tout le monde. Et si vous avez fait l'upgrade, débranchez le bousin pendant quelques temps, parce qu'apparemment ils disent qu'il y en a pour 2-3 semaines avant qu'ils puissent proposer un fixe, parce qu'ils ne sont pas encore effectivement ils n'ont pas encore la source de la problématique. Donc voilà, là on n'a pas beaucoup plus d'infos pour le moment sur l'histoire, sauf la vidéo que vous pouvez voir que le Roomba, pour le moment, si vous pouvez désactiver la mise à jour, qu'il l'a pas encore faite, évitez, la version c'est la 3.12.8. Voilà.
En même temps, ça s'est passé. Enfin, il a fait le test dans une pièce complètement vide. Il est bizarre son appartement quand même, au monsieur. Ouais, il est propre, hein, il est propre. Mais c'est super propre. Ça, y a rien à dire. Mais donc du coup, on se dit que le Roomba, il avait besoin peut-être de références pour dire, là c'est la table, là c'est le machin, etc. Il a l'air tout perdu, le petit petit Roomba. C'est vrai qu'il a pas l'air de faire les choses très soigneusement. Il a laissé plein de place. Voilà. Mais ça, plus sérieusement, ça met quand même en évidence la faiblesse entre guillemets encore de ces systèmes robotisés, parce que ici, bon, c'est pas super grave, c'est un aspirateur à la maison, qu'est-ce qu'il peut faire à part faire peur aux chats ou aux chiens? Pas grand-chose. Mais imagine que ce soit une tondeuse dans ton jardin, tu vois, les grosses tondeuses, il y en a des grosses maintenant, hein, qui sont robotisées de la même manière et qui tout d'un coup décident d'aller sur les plantations du voisin ou même sur le jardin où quelqu'un prend le soleil, par exemple. Ouais, c'est pas le pire qui arrive avec les grosses tondeuses, hein. Pour mes parents utilisent ça depuis des années, ils ont déjà tué 2 tondeuses là-dessus, donc c'est vraiment des adeptes de la première heure. Ces grosses tondeuses, le plus gros problème, c'est les petites bestioles, parce qu'elles les voient pas, il n'y a pas de sécurité, on s'en fout parce que c'est pas un humain, et donc le matin tu te réveilles et tu as un hérisson sur tout ton jardin, parce qu'il a complètement explosé. Et donc tu dois pas tondre la pelouse, mais tu dois aller ramasser les morceaux de bestioles, de hérisson. Et là, voilà. Pas très malin, le hérisson. Le hérisson n'est pas très malin. Il voit le truc, il se met en boule, et là, boule ou pas boule, t'as la lame, et ton hérisson, il est cuit. Donc, mais donc, t'es pas très content le matin, tu vois. Heureusement, le Roomba, je pense qu'avec le petit balai, le hérisson, il risque... Non, il risque rien. Mais c'est justement ce que je disais. Mais t'imagines l'aspirateur, enfin non, plutôt la tondeuse automatique. Ce serait pas un hérisson, mais je sais pas, quelqu'un qui prendrait le soleil sur un drap de plage, par exemple, sur la pelouse. Ça peut être gênant aussi, hein, Et puis, de manière plus générale, on a tous vu ces robots transporteurs dans les stocks, que ce soit chez Amazon ou ailleurs. Je veux dire, voilà, c'est tout ça pour dire que quand un problème informatique, on parlait de virus là tantôt, ça touche des données et autres, c'est très très gênant. Mais là, ça peut toucher du physique, quoi, des gens de manière physique. Ça va encore plus loin, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Oui. Mais voilà. On n'a pas encore eu des trucs équivalents sur les tondeuses. Non, voilà. Non, comme certains le disaient sur Twitch, c'est le début de la révolte des robots, c'est pas... Oui, c'est ça. T'imagines les drones demain qui s'y mettent aussi, par exemple. On sait jamais. On ne sait jamais. Ayons peur. C'est la lettre C, comme crypto, et on va parler donc de crypto avec David. On va parler de Nvidia aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Nvidia pour l'instant, puisque on le sait tous, il y a pénurie de cartes, hein, mais ça sans doute tu vas nous le rappeler, David, les fameuses cartes RTX de la série 3000 qui sont en pénurie, parce que évidemment certains s'en servent pour miner du Bitcoin, par exemple. En fait, toutes les cartes graphiques sont en pénurie pour l'instant, que ce soit Nvidia, que ce soit AMD, et c'est plus particulièrement de l'Ethereum qui est miné. Nvidia avait prévu de sortir ce 25 février leur carte graphique RTX 3060. Je dis avait prévu parce que il n'y en a pas de disponible effectivement, et pour éviter que les cartes graphiques soient achetées en masse par les mineurs et ne soient pas accessibles pour les gamers, ils ont mis au point un bridage du minage de manière très sécurisée d'après eux. Donc c'est une communication sécurisée entre le driver, le GPU, l'électronique, et le BIOS de la carte graphique, et qui est soi-disant incraquable. À côté de ça, ils vont sortir des cartes graphiques spécialisées pour le mining. Ils appellent ça CMP, donc Crypto Mining Processor, qui elles n'auront pas de port pour brancher un écran dessus et seront vendues évidemment plus cher. D'accord. Ok. Alors en pratique, ça fait baisser les performances de mining d'à peu près 50% après quelques minutes. En fait, ça détecte qu'on est en train de miner de l'Ethereum sur la carte graphique, et après quelques minutes, le hash rate, donc la capacité de mining diminue d'à peu près 50%. Pour ne pas les rendre rentables et espérer que les cartes soient disponibles pour les gamers.
Mais seulement, c'est un coup dans l'eau, parce que il y a déjà pas mal de personnes qui ont trouvé qu'en fait, on peut miner autre chose que de l'Ethereum. On peut miner par exemple de l'Octopus, qui est une autre crypto, et générer $7 par jour. Et là, la protection de Nvidia ne se met pas en place parce que ce n'est pas l'algorithme Ethereum et que ça ne protège pas contre miner une autre crypto. Donc, on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. 7 euros, 7 dollars, c'est ça, par jour. Donc on amortit la carte, on a le prix de la carte, c'est pour ça faire un petit rapide calcul. Elle était censée être à $359 et on parle de $7 par jour. Ouais. Donc c'est quand même assez rapide. Cinquantaine de jours et le problème est réglé. C'est amorti. Oui, on va dire plus réalistement, on va dire plutôt 3-4 mois, mais 3-4 mois rentabilisés, c'est très rapide. Oui, surtout si la carte peut servir en même temps à jouer. Donc, on a la carte dans le PC, on joue avec et le reste du temps, ça génère de l'argent. Donc, faut déduire quand même la note d'électricité. Quand même pas oublier. Donc, voilà. Est-ce que ça te parle, Sébastien? Ça représente à peu près 10%. Oui, c'est ça, c'est 10%. Oui, c'est ça. C'est 10% du minage, c'est l'énergie. Ok. Je le sens soucieux. Soucieux? Non, j'écoute avec, tu vois. La barre me rend plus sage. Oui, c'est ça. T'as un côté, j'espère, philosophe comme ça. Est-ce que t'as une toge? T'aurais une toge? Tu peux venir en toge la prochaine fois. Tu vois, comme les vieux philosophes grecs, tu vois. La toge, on verra. On fera un numéro spécial, si tu veux. Peut-être le 300. Je sais pas pour la 300e, je le vois bien en toge. Oui, donc tu disais. Excuse-moi. Écoute, oui, alors j'essaye de prendre les deux points de vue, tu vois. Le point de vue mineur, a priori, t'achètes du matos, t'as envie de pouvoir en faire ce que tu veux, que ce soit pour faire du minage ou pas, pourquoi pas, tu vois. Ça m'emmerde qu'un constructeur décide ce que je veux faire de mon matériel. Ouais. Si je l'achète, j'en fais ce que je veux. Donc là, je trouve que c'est pas cool de la part Nvidia. Par contre, de la part de Nvidia, c'est normal de protéger son marché aussi, parce qu'aujourd'hui, tu veux jouer à un jeu vidéo, tout le monde l'a dans l'os, tu peux plus acheter une carte. Ouais. Le marché a un problème par rapport à ce que eux savent produire. Non, c'est un problème de luxe, que eux tout soit écoulé dès que ça sort de l'usine. Et ici, ça semble plus du protectionnisme pour pouvoir continuer à satisfaire un petit peu un certain public, tout en mettant à côté une autre carte qui probablement sera la même, avec le même processeur ou très similaire. Destiné vraiment à ça, dans lequel on va juste enlever les sorties vidéo, comme ça, voilà, elle est encore moins chère. Et en même temps, ils vont pouvoir la vendre 2 fois le prix, parce que celle-là, elle sera autorisée. Donc, voilà, peut-être pas qu'elle sera 2 fois le prix, mais techniquement, enfin logiquement, économiquement, ils vont la faire plus chère, parce que même si on te la vend le double du prix, tu te dis, tu vas la rentabiliser en 5-6 mois. 5-6 mois, c'est un très bon investissement, soyons réalistes. Bien sûr, oui. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait de bloquer une fonctionnalité qui était peut-être pas attendue, certes, mais tout de même, je veux dire, si tu peux très bien acheter demain une carte et t'en faire un cale-porte, c'est pas une fonctionnalité attendue non plus, mais si tu as envie de t'en servir comme cale-porte, il y a personne qui peut t'interdire de le faire. C'est ton droit. Ouais. Voilà. Et je sais pas si en Europe ce sera très apprécié légalement même parlant, parce que aux États-Unis, le constructeur a encore son mot à dire, il peut faire ce qu'il veut vis-à-vis de son matériel. Mais même si tu achètes une console, par exemple, à Sony, ou Microsoft ou Nintendo, pour citer tout le monde, donc tu peux pas la démonter, parce que la propriété actuelle appartient à Sony, donc le fait de faire du reverse engineering est punissable par la loi. Tandis qu'en Europe, tu achètes du matériel, tu peux en faire ce que tu veux. Ici, que ce soit volontairement bridé, alors après c'est le logiciel qui propose mais si c'est au niveau de la carte en elle-même, et que le BIOS de la carte le détecte et le coupe, c'est gênant, parce que même si tu fais un truc alternatif, tu pourras te faire bloquer. Donc je sais pas, c'est un peu tricky au niveau légal si ça passera en Europe. Il y a un autre truc, c'est que là on parle de minage de crypto-monnaies, mais ça voudrait dire aussi que si demain Nvidia signe un accord particulier avec, imaginons, un éditeur spécifique
de jeux vidéo, il pourrait brider sa carte pour d'autres éditeurs de jeux vidéo qui seraient pas dans le même dans le même segment ou qui n'auraient pas les payé une dîme par exemple à Nvidia. Ça a déjà été plus ou moins fait. Il y a déjà eu des optimisations qui ont été faites dans des drivers pour des jeux bien particuliers pour pouvoir battre la compétition et favoriser une marque de carte plutôt qu'une autre. Et ça a été fait des deux côtés, donc pas uniquement. Ils le font tous. Ça pose plein de questions quand même. Ouais, effectivement. Ouais. Mais un gros problème qu'il y a eu ici, ce n'est pas qu'un problème de carte graphique non disponible, mais ça pose un problème aussi à tout le marché du matériel informatique, parce que quelqu'un qui veut acheter un nouveau PC aujourd'hui, il peut acheter un PC, il peut acheter un processeur dernier cri, de la mémoire, tout ce qu'il veut, mais il peut pas avoir de carte graphique. Oui, ou alors il doit acheter une carte graphique qui date d'il y a 5 ans. Donc le problème, c'est que les constructeurs de matériel informatique se retrouvent à ne pas savoir vendre de matériel parce que il n'y a pas de carte graphique de disponible. Et donc je pense qu'il y a une pression qui est faite par tous les autres acteurs du marché de l'informatique sur les... oui, comme tu le dis, tu as raison. Si ça freine les ventes de manière générale, c'est tout l'écosystème de la fabrication des ordinateurs qui en paye le prix. Ceci étant dit, on avait quand même parlé de ça, me semble-t-il, la semaine passée ou la semaine d'avant, où la vente de certains portables équipés de cartes Nvidia d'un autre modèle, mais permettant aussi le minage, ces portables s'étaient quand même assez bien vendus, justement parce qu'ils permettaient de faire du minage. Donc voilà, il y a deux poids deux mesures. On peut se plaindre, mais de l'autre côté, ça rapporte aussi pas mal de pépettes. Soyons clairs. Pour le moment, c'est les flats, tout est vendu. Donc, Nvidia, le cours de Nvidia est à la hausse. Pour Nvidia, on est d'accord, mais tu n'as pas suivi ce qu'on a dit juste avant. Oui, mais même pour les autres aussi. Tout le secteur est content, globalement. Ça vend. Bon, allez, on va dire que tout le monde est content, sauf peut-être les gamers. Sauf les gamers. Voilà, c'est ça. Sauf les gamers, c'est un peu dommage. Que voulez-vous ? C'est comme ça. On passe à la suite. On le disait encore juste avant, hein. On peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, c'est vrai. On est à la lettre E, comme Europe. Sébastien, on va parler des frais de roaming. Ça revient sur la table, parce qu'on pensait que l'histoire était un petit peu pliée, que voilà, les frais de roaming, c'était fini, machin, ça. C'était jusqu'à une date définie, et on arrive à cette date définie, justement. Oui, alors j'ai une première question. On dit roaming ou roaming ? Pour moi, c'est un roaming. Roaming ? Parce que je sais pas, toi, tu pars dans le roaming. Oui, c'est un peu roaming. C'est comme t'as déjà fait de la vodka ? Tu veux bien mettre ton doigt sur ton nez, s'il te plaît ? C'est marché sur la ligne blanche. C'est ça ? Oui, t'as raison, c'est roaming. C'est roaming, oui. Ouais, c'est roaming. Voilà. Ouais, c'est parti. Hein. Et sinon, après, tu vois, on prend des commentaires. Comment est-ce qu'on prononce roaming ? T'as vu, c'est belge. Oui, c'est ça. C'est ça. Être dans une chambre. Ils se prennent au sérieux. Et raconter des vrais trucs. Bref, donc, Bruxelles. Les roamings, c'est vrai qu'on se disait, ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est bon, on n'en payera plus jamais. Et ben, en fait, non, c'était pendant une période assez courte, c'était jusqu'en 2022 que l'Europe avait imposé l'abolition des frais de roaming, et à partir de 2023, et hop, on était bon pour de nouveau craquer son portefeuille quand on partait en vacances, parce que de toute façon on avait pris l'habitude et qu'on ne pouvait plus se placer de notre petit data. Donc 2022 s'annonçait pas rose pour les Européens, et si, heureusement, l'Europe s'est dit 2022 c'est quand même demain, ça fait quand même 2 ans qu'ils n'auront pas pu partir en vacances, on va pas les emmerder tout de suite, on va se trouver un truc. Tu vois, ils sont gentils, tu vois, ils sont gentils. Ah, tu vois, peut-être que même en 2022, on pourra toujours pas prendre de vacances, alors on va prolonger. Et donc, ils ont prolongé pour 10 ans. Donc, jusqu'en 2032, les frais de roaming seront interdits. Ça, c'est cool. Juste après le 25e déconfinement, c'est chouette. C'est voilà. Quand on pourra commencer à voyager. Vous voyez, on commence à nous donner des dates. Oui, c'est ça. 2032, les gars. 2032. Ils sont forts, ils sont très forts. Et alors, d'ici là, l'Europe voudrait aussi imposer qu'on bénéficie de la même qualité de connexion où qu'on aille.
C'est-à-dire qu'il n'est pas question que tu aies pas de roaming, mais par contre que tu arrives en vacances en Espagne et que là on te dise ouais, t'as pas de roaming, mais par contre t'es en edge. Hein. Vas-y, essaye seulement. Tu vois. Donc maintenant, tu es censé avoir la même qualité si c'est disponible, parce qu'évidemment si il y a que de l'edge en Espagne, bah, tu l'as que de l'edge, tant pis pour toi. Bah oui, c'est ça. Ouais. Tu seras pas privilégié, mais tu auras au moins la même chose, 3G, 4G ou 5G si tu as payé pour de la 5G dans ton pays d'origine. Ça, c'est un autre point qui n'est pas encore lancé, acté, on n'a pas encore de date, mais ça fera partie du package, c'est cool. Ouais. Et alors, le dernier point, c'est qu'effectivement, ils vont aussi baisser tout ce qui est tarif maximum vocal, SMS, et surplus pour le data. Donc voilà, là ça aussi il y a des nouveaux points pour essayer de baisser les prix du truc. Alors est-ce que tout va passer? Pas sûr. Pour le moment ça reste une proposition de la commission. Maintenant ils doivent étudier l'impact parce qu'il y a un autre problème pour le moment, c'est que il y avait quand même encore des frais que les opérateurs pouvaient gagner grâce au roaming. Il y a quelques petits détails, si tu dépasses ton forfait, si machin, etc. Et pour le moment, et puis surtout si tu sortais de l'Europe, et maintenant il n'y a pas de tourisme. Donc les Européens restant que en Europe, les factures télécom, elles ont plutôt eu tendance à être ras des pâquerettes. Ouais. Les gens étant chez eux, moins besoin d'appeler avec le GSM, plus d'autres moyens de communication. Et donc voilà, le secteur telco, même s'il n'est pas fondamentalement à plaindre, il n'est pas, il est pas tout sourire. Et si on lui dit pendant 10 ans, tu pourras pas encore faire de profit sur tes installations et les rentabiliser, il est fort probable qu'il y ait un petit peu de lobbying au sein de la Commission européenne pour que tout ne soit pas aussi facile que ce qui est prévu. Ce qui dépend aussi ça dépend aussi des tailles de marché. Hein. En Belgique, par exemple, on n'est pas très bien loti parce que c'est un petit marché et avec quand même pas mal de concurrence et donc des investissements à rentabiliser, ce qui fait que les coûts communication, data, mobile, etc. sont assez élevés chez nous, il faut le reconnaître par rapport à d'autres pays et sont pas nécessairement meilleurs en termes de qualité qu'ailleurs non plus. Donc plus le pays est petit, plus ça coûte des sous et donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut ajouter. Itinérance, on me l'a dit, on l'a glissé dans l'oreillette de l'autre côté sur le chat. Roaming, c'est bien. C'est comme ça qu'on prononce. On le prononce itinérance, en fait. Voilà. Ah, okay. Pas itinérance, hein, itinérance. c'est voilà. Comme le beurre. Voilà, exactement, comme l'avocat. Je sais pas si tu avais un truc à rajouter, David, sur l'itinérance ou pas. L'itinérance, moi je trouve que les tarifs en Europe sont déjà suffisamment élevés pour les communications locales. Donc, quand moi je vois ici en Asie le prix des télécommunications... Oui. Ouais, mais bon, t'as vu comment ils tirent les câbles aussi chez vous Non, pas chez vous. Même pas, oui, mais on a la fibre partout. Ça vaut la peine une fois quand même que David puisse nous montrer une photo de comment ils mettent la fibre en Thaïlande. On fait ça chez nous, c'est la révolution. Les câbles sont aériens. Oui, tous les câbles sont aériens. Ceci dit, dans certaines régions de France aussi, il faut pas rigoler avec ça. Mais là, faut voir, franchement. C'est de l'art ici, c'est de l'art. Et pour accélérer le mouvement en Belgique, je sais pas si vous avez remarqué, mais la pose de la fibre maintenant se fait en façade des maisons. Hein. On n'ouvre pas le trottoir, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que. Non. donc voilà. Maintenant, c'est une question d'équipement, peut-être. Je ne sais pas. Je cherche des excuses. Mais en tout cas, les Thaïs, ils sont experts en démêlage de nœuds. Hein, parce que putain, quand tu vois le truc. Mais je sais pas si j'en ai déjà parlé ici dans le podcast. J'avais vu, en testant TikTok, l'application TikTok, j'étais tombé sur un gars qui travaillait pour Free, je pense, et qui faisait des TikTok des cabines de connexion, d'interconnexion des fibres. Ça fait peur, hein. Et c'est chez nous, hein, donc ça fait très 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 peur quand même. Ah, mais c'est un autre niveau. Là, nous c'est des amateurs. Là, c'est de l'olympique. Bon, enfin, chacun fait avec ses moyens, j'ai envie de vous dire. Hein, on fera une photo, franchement. Mais voilà. À côté de ça fonctionne très bien. Question service. J'ai le gigabit symétrique chez moi. En 5G, j'ai 300 à 800 mégabits en 5G.
pour deux fois rien. Donc, tout ça avec des nœuds sur des poteaux dehors, quoi, tu vois. Ça n'a pas intérêt à prendre feu quelque part. Hein. Chez moi, il n'y a pas un fil qui traîne, mais par contre, pas de bande passante non plus. Hein, donc voilà. Donc on peut pas tout avoir. C'est comme ça. On passe à la suite. Je ne suis pas au courant de ce sujet parce que il a été rajouté après que j'ai préparé le podcast. J'ai comme Google, David, tu vas nous parler de TV non intelligente. Oui, donc voilà, apparemment Google a prévu une nouvelle fonctionnalité pour les Smart TV, donc les TV intelligentes, qui est une fonction pour switcher sur un basic mode pour en faire une TV non intelligente, une dumb TV. Et donc, une fois qu'on a activé ce mode, on n'a plus droit qu'à regarder la TV et accéder au périphérique externe, donc HDMI. Ça transforme la Smart TV en une TV tout à fait bête et normale à l'ancienne. Qu'est-ce qu'ils voilà. Alors, j'imagine, c'est pour les télévisions qui utilisent Android TV. Donc, certaines marques uniquement. Je sais plus qui utilise Android TV nativement dans les télévisions connectées. Je pense que c'est Samsung, TCL. Non, Philips. c'est pas Samsung. Il y a pas mal d'autres. Ils en ont, mais c'est pas la majorité des télévisions Samsung, c'est encore le Huawei. Ça dépend des gammes, mais Philips, Samsung, Pana, ils les mettent toutes. Oui. Philips, voilà, je suis d'accord, mais Samsung, c'est encore comment ça s'appelle encore Ryzen. Non. J'ai vu des Samsung, je te promets, avec aussi de l'Android TV. Quoi qu'il. Ouais. En tout cas, ici, en Asie, les Samsung sont quasiment toutes passées en Android TV. D'accord, ok. Bon, autant le savoir. Alors, Benoît dit que non, mais... Oui, non, moi j'ai un gros doute, hein, mais voilà, c'est un peu. Moi, je pense que Samsung est encore et continue à faire avancer son OS. Moi, je suis à peu près certain de ça. Alors peut-être qu'ils ont un ou deux modèles qui sont en Android TV. On vérifiera. Hein, on va laisser. Voilà, oui, moi aussi, Benoît. J'en ai une. Moi aussi, mais elle est vieille la mienne. Mais regardez de l'autre côté. Vous avez vos deux mains. Vous êtes devant un ordinateur. N'hésitez pas à faire vos recherches et vous nous direz quoi en commentaire également. Vous êtes les bienvenus comme toujours. Alors un petit doute sur la question, mais peu importe, la news elle vaut ce qu'elle vaut. C'est évidemment pour les télévisions équipées, quelle que soit leur marque, d'Android TV. Pourquoi est-ce qu'on sait pourquoi ils le font? C'est une bête question. Mais... Pour les vieux. Mais non. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont agacés d'avoir toutes les fonctions intelligentes, les mises à jour intempestives et quand on a un appareil à côté qui est déjà intelligent, qu'on a une Shield par exemple, une console ou quelque chose comme ça, on doit passer par le menu de la Smart TV, on doit switcher du mode Smart TV à un mode normal, ça prend un certain temps à démarrer, ça peut être ennuyant, mais surtout les mises à jour intempestives. Moi, ça m'est déjà arrivé quelquefois, je veux regarder un film, le film démarre et après 30 secondes, la TV redémarre toute seule parce qu'il a décidé de faire une mise à jour. C'est effectivement maintenant, ça, c'est un peu agaçant. Oui, c'est juste pas parfait. C'est une télé sous Windows, ça. Oui, c'est non, ça. Non, Android TV. Non, ça c'est à pas faire évidemment. On vous met le lien évidemment dans la description de cette vidéo dès qu'elle sera en ligne ou de ce podcast dès qu'il sera en ligne. Vous irez jeter un petit coup d'œil sur ces informations et vous verrez si vous êtes concerné ou si votre futur achat est concerné ou pas. Et on éclaircira ce point de savoir qui utilise Android TV nativement dans les télévisions connectées. Sébastien. Ouais, un petit point pour info, je disais pas ça en rigolant, hein, l'histoire pour les petits vieux. Ma maman m'a appelé à l'aide il y a quelques jours pour sa télé parce qu'à chaque fois qu'elle l'allumait, il y avait un petit box qui lui disait si elle voulait faire une mise à jour maintenant ou pas. Et elle n'était pas très sûre que si elle la faisait, elle avait toujours tous ces trucs. Donc elle disait, je peux appuyer, je peux pas appuyer, je peux appuyer. Et donc, alors qu'elle s'en fout, elle veut juste regarder les chaînes et faire plus-moins, tu vois. Donc je suis... Pour enfoncer le clou, les télévisions Samsung sous Tizen, faut pas vous inquiéter, il y a jamais de mise à jour, il y a juste de l'obsolescence. Voilà. Là, je fais un petit peu mon grognon, mais moi j'ai eu une télévision comme ça, elle est un peu âgée maintenant, elle a 6 ou 7 ans, et au fur et à mesure, après 3 ans, j'avais chaque fois un message, telle application ne fonctionnera plus, telle application ne fonctionnera plus. Et puis à un moment donné, elle est plus du tout intelligente ta télé, donc du coup, toi tu te sens mieux. Tu te sens plus intelligent que ta télé, du coup, ça rééquilibre un peu les choses. Mais c'est Raymond DeVos.
C'est C'est parti. ça y est, c'est reparti. Et on a encore des gens qui vont se plaindre. Ça, Ouais. Mais voilà, c'est l'avantage aussi de certains, Mais, de certaines télévisions par rapport à ouais, ça. mais par contre, je reviens sur un point que David mentionnait qui est hyper vrai. Pour la plupart des TV, c'est très bien pour Monsieur Tout le Monde d'avoir Android TV dessus, mais tous les geeks, tech et compagnie, on met autre chose derrière parce qu'on n'est pas satisfait de ce que la télé fait, ou en tout cas c'est trop limitatif. Donc on va Mm. mettre une Shield, on va mettre Ouais. une Apple TV, on va mettre d'autres trucs, et ce que la télé fait en elle-même, on s'en fout, et ça, d'une certaine manière, c'est un peu chiant, parce qu'on paye le prix pour, et quand j'ai changé ma télé, je cherchais moi je voulais un écran. Je m'en Mm. foutais de ce qu'elle faisait. Je voulais un Oui. grand écran qui Ouais. ait un tuner dedans, même aujourd'hui. À l'époque, on payait une taxe en Belgique s'il y avait Oui, un c'est juste. tuner dessus. Oui. Mais moi-même, t'as un bête écran, un grand écran sans tuner, on s'en cale. Mais Oui. juste un grand écran sur lequel on branchait le brol. Donc maintenant, la télé, ouais, ils essayent de récupérer avec la télé intelligente, mais globalement, t'en as pas Oui, besoin. enfin, surtout quand tu vois ce que coûte une Android TV, prix d'entrée, je pense, la Mi Box, c'est combien? C'est moins de 50 euros, je crois que maintenant, c'est plus rien du tout. Donc voilà. Je pense que Google va également distribuer l'Android TV sous la même forme qu'il distribuait Chromecast. Donc cette espèce de dongle à plugger en HDMI derrière la télé, ça représente plus grand chose aujourd'hui, voilà. Mais bon, voilà, effectivement, tu te dis, ah bon, alors tout le monde n'est pas geek, tout le monde n'a pas envie de chipoter, et voilà, et peut-être que finalement, c'est vrai que pour certaines personnes, ces fonctionnalités dites intelligentes, bah, ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête. Leur opérateur leur donne une box qui permet de faire différentes choses, ça leur suffit, et autant évacuer le problème. On a fait quand Ouais, même maintenant, d'une petite micro-news que David était c'est- pêché. Un truc, quand même, voilà, ça devient tout d'un coup assez évident. Mais je te laisse conclure. Mais Seb. je pense que ce n'est pas une décision bête, en fait, de rendre la TV bête. Non, c'est Parce pas. que c'est une problématique. Moi, j'y suis confronté tous les jours. Ma TV a un disque dur qui est branché dessus. J'utilise principalement un ordinateur branché sur ma TV. À chaque fois que j'allume la TV, après 15 secondes, j'ai un gros pop-up qui vient de Android TV qui me dit vous avez un périphérique USB. Est-ce que vous voulez l'ouvrir maintenant? Mais moi, je suis branché sur mon ordinateur. Moi, j'ai pas envie de ce pop-up là maintenant. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ouais. Et puis, quand je le ferme, j'ai un deuxième pop-up qui apparaît parce que j'ai un deuxième périphérique USB branché et il me le remet une deuxième fois pour le deuxième. Oui, bah, voilà, Seb. Oui, alors on nous signale, mais c'est vrai, effectivement, en Belgique, Proximus a une box Android TV qui est encore un peu Ouais. confidentielle, hein, parce qu'il faut remplacer chez tout le monde. Ils En sont sur un France, plan de remplacement qui a démarré là maintenant. Quand tu es en panne avec ton ancienne box, normalement, ils la remplacent maintenant par la nouvelle, par l'Android. ok. Ouais. Mais la plupart des opérateurs en France, eux, sont déjà sur ce genre de truc. Mhm. Et a priori, le next step, c'est probablement même que la box disparaisse au profit de ce Oui. qui est sur la télé, parce que ces box ont de moins en moins d'intérêt par rapport Ouais. Il faut voir des applications. jusqu'à quel point la box Android de l'opérateur, jusqu'à quel point l'opérateur la bride quelque part aussi pour Complètement, pousser général. ses fonctionnalités à lui et ça, voilà. Et son branding et son machin, Et donc en voilà. général, t'as pas vraiment beaucoup de possibilités dessus. Ouais. Donc on va s'amuser maintenant à craquer nos box opérateurs pour pouvoir installer nos applications. Ça va arriver, ça c'est clair. Après la garantie. On peut passer à la suite. On a fait un peu de. Oui, on a non, fait- j'ai une question justement Ah, pour bon. nos auditeurs, si ça se fait toujours. C'est Oui, qu'est-ce vas-y. que eux utilisent effectivement sur leur Oui. TV pour. Qu'est-ce que parce vous voilà, utilisez? là, ça fait débat. Oui, Apple TV, je parle bien de la box Apple TV, hein, pas le service Apple TV+. Apple TV, Android TV, ou simplement télévision intelligente, ou l'ordinateur. Ou la Shield. Ou la Shield, enfin oui, mais quand on dit box Android Ouais, mais la TV, Shield, c'est pas une je mets box, la- quoi. Tu vois, c'est Oui, la c'est vrai, Shield. ça Ou va une un peu plus console. loin que ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ou une console de jeu. Ou pas de télé, pas de télé. Ou pas de télé. Voilà. N'hésitez pas, allez-y, mettez ça en commentaire, effectivement, bien vu. Ça fera office de sondage, j'ai presque envie de dire. Ça, on saura s'il faut encore parler de ce type de sujet ou pas. On sait pas. Hein, mais par contre, on sait qu'on peut passer à la suite. Il y a Thierry Weber qui est sur le chat aussi, qui nous dit que sur sa télé, il a le grippin.
Les Suisses, c'est très particulier. Hein. Lui dit Ça fait grille-pain. fondu, fromage et tout. Moi, je pense que ça doit faire plutôt fondu, mais pas grille-pain. Enfin bref. On est à la lettre L comme Linux. Sébastien, Linux a débarqué sur Mars. Ouais. Et c'est de la balle, hein. T'as vu ça de la news? Hein, t'as pas vu ça ailleurs, hein? Non. On voit pas ça dans les grands journaux en France. Tu vois, TF1, hein, Linux sur Mars, on s'en fout, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois, eux, ils ont dit, on a entendu son sur Mars. Non, nous, on dit... C'est super. Ou d'ailleurs, j'ai écouté la vidéo, t'entends rien. Rien de rien. C'est juste du vent. Voilà. La prochaine fois, chef, on mettrait une bonnette sur le micro, non? C'est ça, quoi. Et puis t'as tout le monde autour qui est là, chut, tu nous écoutes. Donc, la NASA a réussi à balancer Persévérance, donc ça c'est chouette, le petit rover qui a été se promener, et donc ça, tout le monde, personne ne peut avoir raté ce truc, hein, tout le monde l'a vu, moins que vous étiez... voilà, c'est génial, en même temps ça fait rêver, quoi. C'est énorme, enfin... Ah oui, mais je l'ai pas critiqué, moi je suis très content. Non, je sais que t'as pas critiqué. Voilà. Non, je suis très content, je trouve ça très, très sympathique. On aime bien les étoiles, nous, les geeks, non? Oui. Tu vois, là, c'est de la science-fiction qui nous rapproche de la réalité, donc non, c'est très cool. Et en fait, donc on a beaucoup parlé de ces petites, de ce petit rover, des vidéos qui nous ont ramené du son, du machin et tout le bazar. Et on n'a pas encore parlé beaucoup d'un petit truc qui est embarqué avec, c'est Ingenuity, c'est un petit hélicoptère qui est prévu pour faire un vol sur Mars. Ce sera le premier vol non habité, hein, soyons clairs. Le premier vol sur Mars avec un petit engin. Et ce petit engin, ce qui est très, très amusant, c'est que c'est tout du matériel qui est effectivement connu. Donc c'est des trucs que tu vas aller acheter à la boutique d'électronique du coin. C'est des trucs commerciaux connus avec lesquels ils ont construit le truc. Et par contre, tout le logiciel, c'est du logiciel libre. Et c'est le noyau Linux qui fait tourner le bousin. Donc, on va avoir du matériel sous Linux. On a réussi à envoyer le noyau Linux sur Mars, et c'est lui qui va, normalement, on l'espère, faire voler ce truc. S'il n'a pas déjà volé, je ne sais rien, ça j'ai loupé. Tout le monde dit hélicoptère parce qu'il a une seule hélice, enfin il a deux hélices en fait, mais concentriques. Tout le monde dit hélicoptère. En fait, c'est le même principe que le drone. C'est ça, c'est un genre de petit drone. Genre de petit drone comme David t'en fabrique. Donc tu aurais pu fabriquer ce petit hélicoptère, David. C'est vrai, t'as tous les éléments pour le réaliser. Ouais, mais l'envoyer sur Mars, c'est plus chaud par contre. Hein. C'est un peu chaud, ça complique un peu la donne. Et puis il faut tenir aussi compte de l'atmosphère de Mars, qui est pas tout à fait la même que la nôtre. Et donc la portance des hélices, c'est pas tout à fait la même non plus. Voilà, c'est quand même des éléments. Le problème, c'est que ce n'est pas comme une télécommande ici sur Terre. C'est que là, il y a un temps de latence de plusieurs minutes d'aller-retour. Donc, il faut avoir absolument un système de pilotage autonome embarqué. Et il n'est pas question de le cracher, parce que sinon, il faut 3 ans pour en renvoyer un. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve ça... Question réglementation, on s'en fout de quelle vitesse, quelle hauteur tu voles. Donc les mecs, tu vois, t'as pas besoin de faire 10 mètres plus. 10 mètres. Il n'y a pas d'oiseaux non plus, tu vois, tu risques pas grand-chose, tu vois. Ça, c'est pas sûr non plus. Mais s'il rencontre un obstacle, ce sera une découverte. Au pire, il se prend une tempête et bim dans les Landes. Parce qu'apparemment, il y a du vent. Donc voilà, il faut le gérer, ce vent. Oui, et puis surtout, au niveau atmosphère, il n'y a pas tout à fait les mêmes conditions sur la Terre, donc c'est pas aussi évident. Et alors, il y a, pour la petite info, le box est aussi contrôlé par des processeurs qu'on connaît tous. Derrière, c'est des Qualcomm, des Snapdragon. Ils ont tapé du Linux avec un vieux GSM tout moisi. Certains envoient leur bagnole, l'autre leur vieux GSM pour faire un drone. Tu vois, c'est... je trouve ça assez cocasse, tu vois, c'est drôle. Ouais. Moi, des Nokia 3210. C'est ça. Ah ouais, c'est incassable, ça réussit à tout. Oui. D'ailleurs, il y a une photo qui circule, mais c'est vraiment le gros fake, enfin, pas vraiment fake, mais un Nokia, je ne sais pas quel modèle, mais pris dans une dalle de ciment. Et c'est en démolissant un immeuble ou en cassant un mur, ils ont retrouvé donc le Nokia. Donc déjà, quelque part, c'est déjà, ça fait partie déjà de l'histoire et de l'archéologie de retrouver des smartphones dans le béton. Et donc, ils s'allument toujours. Mais c'était la blague, c'était ça. C'est cassé.
C'était la blague, c'était de dire il y a encore 90% de batterie ou un truc comme ça. Donc voilà, pour la petite histoire. Ben voilà, Linux dans l'espace. Enfin, je pense que est-ce que c'est vraiment la première fois que Linux part dans l'espace? J'ai pas l'impression. Je pense que si. Bonne question. En tout cas, sur Mars, si ça a l'air. Ah oui, sur Mars sans doute. Et ça fait quand même un petit buzz. C'est sympa pour Linux. Alors il y a quand même une blague qu'on nous a sorti sur Twitch que je trouve ça assez drôle, c'est que ils ont utilisé Linux parce que dans l'espace on ne peut pas ouvrir la fenêtre. C'est pas faux. C'est le genre de blague pourri que j'aurais pu sortir. Merci. Ouais. On va encore perdre des auditeurs, ça c'est sûr, ou se prendre des commentaires négatifs. On est désolé. On va pas s'excuser. Et on va encore en parler. P comme persévérance. Oui, donc on reste sur Mars. Bon, tant qu'à faire, les allers-retours coûtant tellement cher, autant y rester d'un sujet à l'autre. Il y avait un message caché, pas vraiment dans Persévérance, par contre. Dans le parachute de Persévérance. Donc, le parachute était fait de bandes blanches et rouge. Et rouge, oui. Et en fait, c'est un code binaire qui cache un message qui a été craqué dans les 6 heures après que les images ont été diffusées. Et en fait, ce message dit Dare Mighty Things, ce qui veut dire en français « oser de grandes choses ». D'accord. Et donc, c'est écrit de manière circulaire, voilà, comme sur l'illustration là, donc en partant du centre et en tournant. Mais ce n'est pas la première fois qui s'amuse à cacher des petits secrets, des petits messages cachés. Par exemple, en 2012, Curiosity avait déjà des petits trous dans les roues. Qui en fait disait GPL en morse. D'accord. GPL, c'est le Jet Propulsion Labs qui développe pas mal de cet équipement. Et ce qui était marrant, c'est qu'évidemment, en se promenant sur Mars, ça imprimait GPL en morse sur le sol martien. C'est une pub débile, quoi. On arrive sur une planète, c'est pas la nôtre, on y pose déjà de la pub. C'est vraiment humain. Sponsorisé Coca-Cola. Oui, c'est ça. C'est le Easter egg, quoi. C'est l'œuf de Pâques, c'est la petite surprise. Les 5 minutes de bonheur des développeurs qui ont caché ça dedans. C'était Zorglub dans Spirou qui avait écrit Coca-Cola sur la Lune et qui s'était trompé, qui avait écrit à l'envers. À l'envers, oui, c'est ça. Pour la petite histoire. J'ai envie de le relire celui-là. Bah bon, bref. Donc voilà. Et donc c'était juste à notre attention pour la caméra, quoi. Parce que en plus la caméra qui filme ce parachute, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas lu toute l'histoire, mais elle a été un petit peu installée un peu à l'arrache, enfin à l'arrache, hein, entendons-nous, hein, mais c'était pas tout à fait prévu parce qu'effectivement il y a quand même une mission à faire aboutir et que tous ces petits éléments-là supplémentaires qu'on rajoute, si on peut s'en passer, on s'en passe, surtout si ça peut mettre la mission à mal. Donc là, en plus, le champignon, j'allais dire, le parachute plus la caméra, c'est quand même deux trucs totalement dispensables. Il faut être clair, parce que c'est pas ça qui a aidé. Le parachute, non, hein, c'est utile, hein, le parachute. Oui, le parachute, mais le fait que le fait qu'il soit dessiné comme le fait qu'il y ait ce dessin-là, voilà, c'est. Oui, c'est. Ouais. Ah, tu vois, non, il n'y avait pas besoin. C'est Marc qui l'a dit. T'as un gros cratère. Mais il s'est craché moins vite parce qu'il n'y avait pas la caméra. Finalement. Mais non, mais là, le dessin dans le parachute, c'est de ça dont je parle. Donc, ça change beaucoup le temps, je suis sûr. Non, pas le dessin, mais tu fais pas le dessin dans le parachute s'il n'y a pas la caméra. C'est complètement idiot. T'en sais rien. C'est vrai, finalement, on a fait tellement de trucs bêtes. Il y a plein de trucs sur ces rovers, peut-être qu'on ne sait pas parce qu'on ne l'a jamais vu. Oui, c'est vrai. Si ça se trouve, il y a plein de Michelin, voilà. tous les sponsors, comme sur une voiture de course, tu vois, il y en a dans tous les sens. Enfin bref, voilà, c'était petit truc rigolo qu'ils ont rajouté, qui a certainement fait marrer Elon Musk. Hein, il aime bien ce genre de petits trucs, lui. C'était quoi le code, au fait? Parce que c'était bêtement un binaire Alors, je n'ai pas étudié le truc. C'est quoi, des caractères ASCII en codé binaire, David? Je n'ai pas vu le détail, je n'ai pas exploré le détail du code en lui-même.
Je vais regarder. Donc voilà. Et si quelqu'un le sait, vous pouvez toujours. Ouais, c'est ça. Ça va être en quoi c'est. Oui, c'est ça. Mais bon, merci. Voilà. Ok. Bon. Alors, peut-être qu'on aura d'autres surprises dans l'avenir, hein. On a le temps de toute façon. Les échantillons, on en a parlé la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. T'avais les problèmes d'urine ? Non. D'avoir les échantillons. la machine, le rover va faire des trous et va prélever des carottes. Une petite vanne sur les carottes ? Non, attends, il n'y a pas de petite vanne sur les carottes. Il n'y a pas de lapin. Voilà, il manquait plus que ça. Et donc, ils sont 2 maintenant, c'est super. Et donc, ces échantillons vont revenir sur Terre à un moment donné, dans quelques années. Les champignons ? Oh non, les carottes, pour les lapins. Les carottes. Putain. donc voilà. Mais il faut préciser que ce n'est pas le Persévérance qui va nous la ramener, ça va être une autre mission à venir qui ira récupérer les échantillons pour les ramener. Voilà. Petite précision qui nous a été faite dans les commentaires sur l'épisode précédent. Voilà. Donc, il fallait quand même que j'en fasse un petit peu le relais. Et pendant ce temps-là, on nous a répondu blanc, c'est 0, rouge, c'est 1, et 4, c'est D. Donc A, B, C, D, donc bêtement, oui. D'accord. On fait de... Ça n'a pas été très compliqué. Voilà. C'est gentil. On remercie les personnes qui ont joué des ciseaux et du point de croix pour arriver à ce résultat. Donc voilà, on peut passer à la suite. Q. Comme Qualcomm, si vous voulez bien, Sébastien, Qualcomm présente son modèle de référence pour les lunettes à réalité augmentée. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, bon, il faut rajouter un petit peu de détails sur la news, parce qu'effectivement, ils le présentent, ils en ont déjà. Ils avaient déposé le XR2 5G VR Reference Design l'année passée, et ça, c'était pour leur processeur Snapdragon XR2. D'accord. Seulement ici, la référence qu'ils ont déposée, c'est pour le Snapdragon XR1. Donc un plus ancien modèle, et en fait c'est celui qui est utilisé dans la Google Glass version entreprise numéro 2. Donc c'est assez... c'est un peu jargon, mais ils sortent une référence pour un vieux modèle, mais quoi qu'on n'en a plus entendu parler dans le grand public, Google Glass, ils ont quand même continué dans l'entreprise, et il y a pas mal d'autres boîtes comme Vuzix qui ont continué, ou Epson qui ont continué dans l'entreprise à sortir des trucs. Ici, on est quand même sur des trucs un petit peu plus grand public, tu vois, Qualcomm, Snapdragon, modèle de référence pour que tout le monde puisse construire les lunettes. T'es un peu plus sur des possibilités de retrouver ça maintenant dans des marques un peu moins connues et un peu plus abordables que ce que tu avais jusque-là. Alors ici, les lunettes, c'est pas des trucs 100% autonomes, c'est pas autonome du tout même, hein. Tu as besoin d'un device à côté, t'as un câble et ça va jusqu'à ton téléphone, c'est lui qui alimente le bousin et qui contrôle la lunette. Donc ce qui lui permet de tenir un peu plus le coup, parce que sinon l'autonomie était quand même assez limitée, et d'embarquer quand même quelques trucs sympathiques. Donc dans leur modèle de référence, t'as quand même toujours deux caméras sur le côté pour voir ce qui se passe dans ton environnement, et t'en as une au milieu près de ton nez qui là permet de faire des prises de vue suivant la même chose que ce que toi tu vois. Ouais. Donc voilà, ça c'est le modèle de référence. Tout le monde peut maintenant faire un peu ce qu'on veut, mais tu risques d'avoir vraiment ce modèle en masse, parce que tous les plans sont là, ils n'ont plus qu'à le produire en fait. Est-ce qu'il n'y a pas la technologie LiDAR aussi dedans ça se fait Alors sur la XR1, je pense pas. C'est un modèle il y a déjà quelques années, hein, du coup. Leur modèle de référence, et ça me semblerait pas totalement impossible que tu vois maintenant deux modèles. C'est pure supputation, hein, j'ai rien qui peut me le prouver, mais que tu aies le XR2 qui continue à partir sur des modèles entreprises plutôt pricey, donc tu vas mettre fortement la main à la poche, et en même temps le XR1, ils se disent on va pouvoir recycler un modèle qui est un petit peu plus ancien et essayer de faire du mainstream, et qu'on commence à avoir des early adopters, des geeks qui veulent l'utiliser, comme les Google Glass première version, qui ont déjà de longues années. Hein. J'ai regardé le premier modèle de ce truc, c'est antique. Hein.
j'ai vu passer, comme toi, j'imagine, le communiqué de presse, c'était avant-hier, je pense, ou début de cette semaine. J'étais assez surpris de voir ce communiqué de presse. Tu tombes un peu comme ça, comme un cheveu dans la soupe, sans qu'il y ait vraiment d'effet de surprise, où on confie quelques éléments à quelques personnes sur YouTube, ou tu vois, quelques influenceurs ou testeurs bien récompensés, si je puis dire. Même pas, quoi. C'est marrant. Non, mais attention que Qualcomm vend pas le produit fini. Eux, ils proposent le design et après, c'est au constructeur de le faire. Oui. Ce qui est étonnant avec cette news, c'est qu'en général, ce genre d'annonce de design de référence Qualcomm, bah, ça passe une lettre morte, personne ne les relaie, et ici, celle-ci est relayée. Donc c'est intéressant de voir que le marché s'intéresse à ce produit. Et je veux dire que je suis assez curieux de... oui, enfin voilà, si un jour c'est sorti, c'est le genre de truc que tu mets en dessous du sapin de Noël, je serais content. Même si je porte pas de lunettes, je serais content de jouer avec, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir augmenter, t'ajouter des infos que tu ne dois pas aller chercher sur un téléphone. Voilà, après, peut-être qu'après 2 jours, t'en as pas le cul. Mais c'est ça. Moi, j'ai un peu peur de la fatigue. Qu'à un moment donné, je sais pas ce que David en pense, mais qu'à un moment donné, tu dises, oui, mais pour amener quelle information supplémentaire, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Parce que c'est l'idée, c'est rajouter des couches à sa vision qui vont donner des informations, des indications ou faire des simulations comme on le fait avec son smartphone quand on veut afficher un dinosaure dans son living ou une chaise dans son salon, quoi. Tu vois, je laisse la parole à David, mais j'ai des points. Qu'en penses-tu, David? Je n'ai jamais touché encore à des lunettes comme ça. Je m'y suis pas vraiment fort intéressé. J'ai fait de la réalité virtuelle avec des casques Oculus de ce genre-là, mais les Google Glass réalité augmentée, je n'ai pas vraiment étudié la question et moi, je pense, j'ai toujours eu l'impression, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était un outil très intéressant au niveau professionnel. Je pense à des architectes, même peut-être des chirurgiens, pourquoi pas. Tu vois, des gens qui ont besoin de prendre des décisions rapides, ou en tout cas de visualiser des choses rapidement. Je voyais ça dans l'industrie aérienne, un fabricant d'avions, je me demande si c'est pas chez Boeing, où les techniciens portent des lunettes à réalité augmentée et savent quelles vis doivent mettre dans tel trou, etc. Parce que on leur met en surimpression les éléments d'information. C'est assez. Oui, comme les pilotes d'avions de chasse et par exemple ce genre de choses. Truc extrême déjà, mais ici, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup d'utilité pour le grand public aujourd'hui, et c'est probablement pour ça qu'on en entend peu parler et que c'est limité dans le professionnel. Eh bien, je vais te donner 2 exemples pour lesquels moi je vois un intérêt, 3 même, je vais monter jusqu'à 3. Alors, on va arrêter les enchères là. Le premier, c'est tout ce qui est navigation. Tu te promènes à pied dans une ville que tu ne connais pas et tu as besoin de suivre un chemin. Eh ben, excuse-moi, j'ai sortir mon téléphone tout le temps alors que je ne sais pas où je vais, que je suis dans une ville inconnue. Je suis très content d'avoir l'information, si je peux l'avoir directement au niveau de mes yeux, sans devoir pleurer à sortir le téléphone. Peut-être parfois il fait froid, t'as peut-être pas envie non plus de le sortir, ou t'es pas en sécurité, t'as pas envie qu'on te le pique. Donc ça c'est un point. En même temps tu peux profiter du paysage et récupérer des infos sur ce que tu es en train de voir. Donc pour ce qui est touristique, je trouve ça un usage assez intéressant. Tu vas reconnaître la Tour Eiffel, c'est facile, mais après t'es à Paris, il y a plein d'autres trucs que tu ne sais pas et qu'on peut te donner comme info d'un point de vue culturel, je trouve ça pas mal. Et donc sinon GPS, bêtement vélo, GPS, c'est pratique. Donc ça c'était les premières utilités. Il y en a une deuxième c'est une app qui existait sur les premières Google Glass, c'était de pouvoir reconnaître les gens. Je veux dire, ça paraît très con, mais tout le monde n'a pas la possibilité toujours de se souvenir de qui est qui. Alors, je veux dire, ça paraît idiot, mais il m'est déjà arrivé parfois de ne pas reconnaître des proches, des amis, des gens, des connaissances qui rentrent dans le bureau, et parce que tu ne sais pas d'où tu les as vus, ou tu ne t'attends pas à les voir là, le mec te parle, et tu vois qu'il te connaît, non, tu les lis pas, tu vois qu'il te parle, tu vois qu'ils te connaissent, et tu dis, en même temps, tu regardes dans les yeux, tu dis, mais putain, t'es qui? Et
Et c'est très gênant comme situation. Et donc, si ce genre de lunettes peuvent me dire à un moment, ouais, on l'a retrouvé, on sait qui c'est, et dans une foule, ça peut être aussi très pratique pour retrouver quelqu'un, pour te dire, il est là-bas. Écoute, voilà, ça c'est le genre de truc que j'apprécierais effectivement. Et alors j'ai quand même, parce que je t'ai dit, j'en ai sorti 3, j'en ai un troisième. Il y a un point qui m'emmerde souvent, c'est que David, il fait des photos de tout, on se connaît assez bien en dehors du podcast. C'est qu'il il y a un rat qui passe, il va faire une photo du rat qui passe. Et c'est vrai, hein, dis pas le contraire, tu vois. Et j'ai pas ce genre de réflexe, tu vois. J'ai pas ce genre de réflexe. Oui, et parfois le soir, c'est vrai. merde, j'aurais voulu avoir une photo de ce qui s'est passé. Et il y a des trucs Une qui espèce existent. de dashcam permanente sur ton nez, quoi. Voilà, et de pouvoir faire tu vois, merde, comme la techno Microsoft, un hyperlapse le soir de ta journée, si c'était une journée importante, de ne pas avoir raté ce moment pour faire la photo. Pour Ouais. lequel pour certains trucs, tu t'en fous d'avoir la qualité, tu voulais juste capturer le moment. Il y a des trucs Ouais. qui existent que tu peux attacher aux chemises ou Oui, machin, etc. Mais voilà, ne serait-ce qu'une ça marche pas GoPro, encore bien. que voilà, on Oui, voit mais ça. tu te promènes pas tout le temps avec ça, tu vois, c'est lourd. Non, mais de nouveau, Tu vois. dans l'esprit dashcam, tu vois, le cycliste qui préfère prendre ses précautions, ou même le motocycliste, bien souvent Ouais. maintenant porte, pour pouvoir prouver, par exemple, qu'on lui a coupé la route et que voilà, qu'il n'était pas en tort. Voilà, ne serait-ce que pour ça, souvent c'est une GoPro ou un truc apparenté qu'on monte sur le casque. Voilà, ici, c'est quand même. Et puis, il faudrait pas commencer à se mettre à filmer, à photographier n'importe qui, tout le monde dans la rue, pour un oui ou pour un non. Ah, À un écoute, moment donné, si, tant vie pis. privée. Ah, je vais te rajouter un quatrième usage parce que je suis vraiment généreux ce soir. Tu Ouais. vois, c'est pour les hommes, ça doit être un outil. Je suis sûr qu'on fait une app, ça peut être exceptionnel. Il C'est déshabille les filles. non, non, oui, bien sûr. Non, mais c'était pas loin, c'était pas loin. C'est de pouvoir voir la différence. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, ta femme a changé de couleur de cheveux. Si la lunette te dit, elle a changé de couleur de cheveux, t'as Oh, gagné ta joli. soirée. Joli. Si on ne te le Oui, ou dit des pas, nouvelles tu vois. chaussures, ou un nouveau pantalon. Voilà, si le truc peut t'aider à détecter ce genre de truc, ça va se vendre comme des petits pains. Comme des petits pains. Et alors, l'effet inverse, je prends ton deuxième point que tu expliquais là tantôt, c'est elle a changé de tenue, de cheveux, mais ce n'est plus la même personne. Qui êtes-vous? Voilà, c'est le risque aussi. Bref, oui, effectivement, il y a peut-être des usages, Des trucs, finalement, plus que professionnels. Je te l'accorde pour le coup, mais effectivement, à un moment donné, est-ce que ça va pas être un peu gadget si tout le monde se trimballe avec ça sur le pif? Voilà, c'est à vous de nous dire pas aussi. pire le masque. Oui, en plus du masque, tu imagines. On va tous ressembler à des mouches. À vous de nous dire, qui nous écoutez, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager votre opinion aussi. Les commentaires sont là pour ça. On va rester chez Seb pour parler racisme d'une manière un petit peu inattendue, il faut bien le reconnaître. C'est un algorithme qui s'est un petit peu trompé, qui a un petit peu mélangé les pinceaux, une intelligence artificielle, comme on dit, mais on sait tous que c'est plus un algorithme qu'une intelligence artificielle, qui crée un peu le bad buzz sur YouTube, Sébastien. Ouais, alors effectivement, quand je te parle de noir, de blanc, de coups, d'attaque, est-ce que tu penses tout de suite à quelque chose Pion. d'agressif? Tu vois, Pion, c'est très agressif. Ouais, hein. Bah écoute, non. non, enfin, moi je suis... Toi, non. voilà, je verrais pas... non, je sais pas, Non, hein. David, non, pas spécialement. Mais apparemment, Ouais, mais la l'algorithme, réponse est en oui. dessous. L'algorithme, oui. Ouais. Et en fait, l'algorithme voit tout ça et se dit aïe, 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 ça c'est un truc raciste, c'est une baston des blancs contre les noirs, ça va pas bien se passer. En fait, non, les gars, c'est juste des joueurs d'échecs. Voilà, c'est des joueurs d'échecs. C'est comme ça depuis, je vais pas dire des millénaires, mais comme ça depuis très longtemps quand même. Et effectivement, les termes qui sont utilisés peuvent être considérés comme des termes de combat, entre guillemets, mais c'est un jeu d'échecs. Hein, on essaye de tuer le roi, hein, parce que c'est comme ça que... Et donc, un YouTuber l'a appris à ses dépens l'année passée, et ça commence seulement à sortir, parce que voilà, hein, faut le temps que les langues se délient. Ouais. C'est qu'effectivement, c'était un grand joueur d'échecs, et en un coup, bim, alors qu'il avait des millions de followers,
pas D1, mais c'est pareil, maintenant c'est peut-être D. Bim, son truc, sa chaîne dégagée, tout dégagé, il dit, bah, je comprends pas, tu vois, si c'est de la pornographie, si c'est de la violence, mais c'est des jeux d'échecs, pourquoi on me censure? Et donc c'est une intelligence artificielle qui l'avait automatiquement dégagé, il s'est plaint, et miraculeusement, il est revenu sur YouTube. Mais ça semble effectivement poser énormément de problèmes de pouvoir discerner ce genre de texte entre voilà, et des réels problèmes racistes. Et c'est vrai que là, blanc, noir, attaque, menace, pion, oui. Oui, mais en même temps, il y a dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, quand on a un doute ou quand il y a un doute raisonnable, il faut remettre un humain devant l'ordinateur et dire tiens, cette chaîne a plus d'1 million d'abonnés. Tout d'un coup, ça sort du lot comme ça. L'intelligence artificielle a dit attention, allons jeter un petit coup d'œil quand même, pour voir de quoi il s'agit. Ça évite quand même d'être ridicule en bout de course, hein, aussi. Je pense surtout oui, David. Ils ont tellement peur de laisser passer un vrai texte raciste qu'ils préfèrent bloquer 10 textes qui sont pas racistes, mais juste de peur qu'on leur tombe dessus et qu'on leur dise ah oui mais vous n'avez pas bloqué ce texte-là. C'est une sorte de principe de précaution, mais qui a de lourdes conséquences. Un faux positif est moins grave qu'un faux négatif, parce que si on laisse passer quelque chose, ils vont se faire critiquer, et ce n'est pas un problème, je pense, d'intelligence artificielle, je pense que c'est un problème de décision humaine derrière, et de prendre des précautions. On se rappelle tous, par exemple, il y a 1 an, presque maintenant, quand on parlait de coronavirus dans un podcast, enfin dans une vidéo sur YouTube, elle était systématiquement démonétisée pour faire en sorte que les gens qui gagnent un peu leur vie avec ça comprennent qu'il valait peut-être mieux pas en parler. Principe de précaution, une fois de plus. Voilà, et ça crée des biais, quoi. Forcément, à un moment donné, on va plus oser parler de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, de peur d'être démonétisé si c'est son gagne-pain ou si on espère gagner un peu d'argent avec sa chaîne YouTube, ce qui n'est pas du tout notre cas. Voilà, on s'en fout un peu. Ce serait très embêtant qu'on nous ferme la chaîne, mais c'est par ailleurs aussi un podcast audio qui fonctionne pas mal, et c'est aussi maintenant une chaîne Twitch qui commence à avoir quelques abonnés. Donc nous, on s'en fout. Mais voilà, si du coup les gens ont peur de parler, de s'exprimer, de dire les choses, parce qu'ils risquent ce genre de bévue, ça crée c'est un vrai problème, je pense. Mais c'est ce qui arrive malheureusement. Oui, ça c'est bien sûr. Ouais. Oui. Seb. Oui, non, bah voilà, c'est tout aussi moisi que les bad buzz sur Disney ces dernières semaines. J'ai envie de regarder les Aristochats et que mes enfants puissent regarder les Aristochats sans devoir prendre un compte adulte et des warnings. Il y a un principe de bien-pensance aujourd'hui qui me dérange sur le fond. Voilà, on a le droit d'avoir des opinions et pour que c'était comme au début du podcast, c'est un peu trop aseptisé. J'ai pas envie d'une société trop aseptisée. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas mon truc. Et en même temps, il faut effectivement des garde-fous, mais ils sont légaux, les garde-fous. Si tu dis une grosse bêtise, légalement, tu es responsable de tes propos. Donc, les mécanismes existent. Il faut pas nécessairement toujours tout anticiper. C'est ça qui est un petit peu particulier. Mais c'est vrai que tu as raison. On a l'impression que émettre une opinion aujourd'hui devient un parcours du combattant. C'est dangereux, émettre une opinion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et on dirait même que un certain public est même formaté à ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse dans le discours, sinon directement on se braque et on s'indigne. L'indignation facile. Oui, si je peux juste faire une petite divergence personnelle là-dessus, je vois ces derniers jours effectivement quand il fait beau, en Belgique c'est rare, on a un peu de soleil, et du coup tu vois que sur pas mal de posts sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, des gens commencent à se dire bon, ça fait presque 1 an, on commence à en avoir marre, tant pis, on va avoir une certaine forme de désobéissance. Et quand tu as ce genre de propos au niveau des médias, tu vois que les réactions sont très très dures envers les personnes qui osent se dire que peut-être que la situation actuelle
il y a quelque chose qui cloche, ou en tout cas la gestion n'est peut-être pas telle qu'on Alors ça aurait dépend voulu qui le l'avoir. dit. On va parler politique Oui. 2 secondes. Parce que si c'est un président de parti et que ce parti en question a participé à l'élaboration de ces règles, là il se doit de les respecter, c'est le minimum. Si c'est tout un chacun, toi, moi, machin, etc., c'est vrai qu'on peut discuter de ces règles et de dire nous on n'est pas d'accord avec ces règles-là et on en voudrait d'autres et on est même prêt s'il faut à les transgresser éventuellement. Mais pour un politique qui a pris la décision, tout d'un coup dire ah non moi je le respecte pas, c'est un peu léger quand même, je pense. Voilà, à opinion personnelle, mais Oui, s'il a participé au truc. Maintenant, voilà, oui, effectivement, au niveau de la population, c'est tu le vois que cas. c'est assez mal perçu aujourd'hui de se dire que, ok, certaines règles sont peut-être faites pour être discutées et pas juste acceptées. Mm. Ça te pose des questions, même quand j'estime que entre nous, vous nous écoutez aussi par définition, je pense qu'on a un public qui est assez cultivé, donc on n'est pas On est entre entre gens bênés, de hein, si bonne je peux dire. compagnie. Voilà, c'est ça. Dis ça comme ça. Et donc effectivement, j'ai eu un moment assez pénible ici début d'année où voilà, Covid, mais pas Covid, mais mon père est décédé, mais hors Covid. Mais à cause du Covid, on a toute une série de limitations qui sont imposées sur la manière dont Ouais. tu peux aller dans les hôpitaux, sur les machins, etc. Et le traitement qui a été fait là-dessus, je ne vais pas aller trop loin dans l'histoire, mais il y a plein de trucs qu'on a reproché sur la manière dont les gens ont réagi, parce que tu dis, on a perdu une partie de notre humanité l'année passée, et c'est vraiment assez frappant. Et donc j'avais écrit tout un long texte, et au moment où tu écris tout le long texte, tu dis, je vais pas oser le publier, parce que si je le publie, je pense que les retours vont être très négatifs, alors qu'en fait, pour le moment, la société, elle est en train de laisser, je veux dire, vulgairement parler, crever ses vieux. Et donc après une dizaine de jours, de discussions en famille, finalement j'ai posté le truc, et là tu vois que les réactions sont toutes très positives au texte, parce qu'en fait, les gens sont très... oui, finalement... Oui, peut-être que ça dépend un peu du public vers lequel tu le cibles, mais il y a des choses qui doivent être débattues, parce que Ouais. tout ne va pas aujourd'hui comme ça doit aller. C'est un large débat Voilà. qui dépasse complètement l'aspect technique C'est plus techno, je suis désolé pour la digression. Donc c'était non, non, juste, mais c'est voilà. pas, ça, on peut se permettre des digressions. On a déjà parlé bouffe. On peut parler Ouais. on peut parler de ça aussi. Non, mais Et Bogdan. voilà. Oui, par exemple. Donc voilà, c'est effectivement, il y a à un moment donné, on a le droit de ne pas être d'accord et de le dire. Ça fait partie, comme on le dit sur le chat, c'est la Même démocratie, on a c'est ça. peur, on a C'est ça peur de aussi. ne pas l'être. Je suis d'accord. On a instauré cette peur Ouais. de ne pas être d'accord. Voilà, et donc Ça, ça, c'est ça compliqué. c'est plutôt pas mal. Et il faut pas mélanger les genres non plus, entre nous, petites gens, entre guillemets, et élus qui prennent des décisions et qui après mangent leurs paroles. Là par contre, pour moi, il n'y a pas de pardon, dans le sens où, parmi tous les gens, et vous en êtes peut-être chez vous aussi, qui avaient suivi les règles de A à Z depuis le début, en vous disant, bah ça, je le fais pour le bien de mon voisin aussi, parce que voilà, pour la transmission, machin, etc. Et puis que vous entendez que finalement, il y a des décideurs politiques qui, eux, ne respectent pas les règles, ça vous rend un peu mauvais quand même aussi, hein. Il faut le reconnaître, et bon, il y a moyen de se fâcher tout rouge de ce côté-là aussi. On va sortir de ce dossier-là, hein, on va refermer la Oui, parenthèse, tout ça pour dire mais effectivement que société voilà, aseptisée et les algorithmes voilà. d'intelligence artificielle qui vont trop loin, voilà, ça fait pas partie de mon rêve de vie, et j'espère Voilà. que voilà, on n'en aura pas trop des bad buzz comme ça. Et après 1h12 de podcast, moi je peux vous le dire, si vous avez envie qu'on aborde plus souvent ce type de sujet, qui sort un peu du contexte technologique et un peu plus du côté société, hein, on va dire ça comme ça, ou vie en C'est société, technosocial, hein. ou technosocial, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on aille par là aussi dans nos sujets éventuellement, pourquoi pas, on n'y a jamais vraiment réfléchi, mais ça pourrait être une piste ou une courroie de développement, ou un second canal, tu vois, un truc... voilà. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. On a fait On en une a fait, série on de a fait des hors-série trucs. Ouais. avec David, mais pas Oui. celui-ci. David qui voyait rien. Oui. Notre aveugle, il y a un peu plus d'1 an. C'était Oui. un peu plus sociétal. Voilà. Je trouve ça Ouais. assez. Voilà. C'était il y a 1 an. C'était au mois de février, Il y a un au an, mois de, juste au avant. mois Oui. de janvier ou au mois de février. C'était juste avant le confinement, effectivement. Déjà, comme le temps passe.
Le temps passe et nous amène à la lettre Z. Z comme Zoom. Vous savez, cette application un peu décriée quand même. Enfin, même fort décriée à un moment donné parce que tout le monde s'est jeté dessus sans vraiment lire tous les documents qui allaient avec et sans se douter de ce que Zoom était capable de faire dans notre dos. Zoom, c'est évidemment cette application de conversation, de conférence, de réunion, d'échange en vidéoconférence, qui a pris un peu le pas sur tout le monde, j'ai l'impression. Hein. On dit maintenant faire un Zoom, avant on disait on va se skyper, maintenant on va se zoomer, quoi. En gros, c'est un peu ça. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, David. Ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais c'est tout simplement une fonctionnalité qui va devenir disponible pour tout le monde, pour tous les comptes gratuits, et qui était réservée pour les comptes payants avant, qui est la translittération, ce qui existait déjà évidemment avant. Et c'est tout simplement, c'est une reconnaissance avec intelligence artificielle, encore une fois, qui va afficher ce qu'on est en train de dire en temps réel, bien souvent de manière complètement de travers et hilarante, mais qui peut être très utile pour les malentendants et également pour faire de la traduction en temps réel, comme par exemple si on regarde une vidéo en roumain et qu'on connaît pas le roumain, ça peut faire de la translittération et traduire dans sa propre langue en temps réel. Il y a un cinéma roumain d'exception et si peu traduit. Non mais attends David, tu m'expliques, tu parles pas le roumain et le mec tu te dis allez, ce soir, je vais me faire une téléconf avec un roumain. Je parle pas roumain, ça va être drôle. Oui, alors tu te dis, en plus tu vas un pas plus loin, tu dis, on va rire, on va voir comment le truc le traduit, mais tu ne connais pas le roumain, donc tu ne sais pas si le truc traduit mal ou pas, tu vois. Le roumain, c'était un exemple. Oui, ça aurait pu être un lituanien ou... Une roumaine. Ou une roumaine, oui, c'est vrai. Tu le vois sous cet aspect-là, toi. C'est pas bête. C'est vrai que ça ouvre des perspectives, du coup. On sort... on sort de certaines sphères, par exemple. Oui, mais oui, effectivement. Moi, je trouve que là, il y a quelque chose, il y a une courroie de développement intéressante, si je puis m'exprimer comme ça. C'est effectivement, pour faire des rencontres, à un moment donné, il faut passer au-delà de la barrière de la langue. Et ça, il faut faire quand même très attention, c'est que pour l'instant, c'est que c'est pas toujours très efficace et ça dit parfois des choses très différentes de ce qu'on dit réellement. Alors si on mélange ça avec un moteur de traduction qui lui aussi traduit complètement de travers, on est plus sûr de ce qu'on dit. L'équiproquo, ça peut être assez cocasse, effectivement. Mais il faudrait pour ça le tester. C'est pire que les joueurs d'échecs. Oui, c'est ça. Il faut être polyglotte, etc., etc. Ça va quand même de plus en plus loin, cette technologie. Maintenant, sans rire, je trouve ça quand même assez bluffant, quoi. Il y a pas 10 ans, une reconnaissance vocale, c'était déjà un petit miracle. Aujourd'hui, ça traduit, ça comprend, ça comprend. Ça semble comprendre. En tout cas, ça fait semblant de comprendre. Je trouve ça quand même assez bluffant, non, Sébastien ? Oui, et alors moi je viens de voir un exemple, là, je trouve ça effectivement bluffant, mais tu as le Google Meet qui faisait déjà aussi le sous-titrage, après le renvoyer vers un DeepL pour le traduire en temps réel. Bon, je pense que les mecs ils ont pas trop sué pour le faire non plus, il y a des services qui existaient. Et tant qu'on parle d'IA qui fait des trucs tout pourris, hein, je vois Benoît qui avait posté j'ai des collègues roumains, ils apprennent bien le français dans ces pays-là. Le truc a été censuré parce qu'il y avait dedans bien le français. Donc tu vois, il y a des trucs. Tu vois, tu te fais dégager et tu comprends même pas pourquoi. Il a écrit bien le français. Ah oui, il est bien le français. Bim, banni. C'est quoi ce bot ? Attention, Benoît. Fais attention, Benoît. Tu es sur une mauvaise pente. Oui, c'est ça, c'est bien le français. Donc bien le français pose problème à ce bot sur Twitch. Ça, on va en parler à Xavier, c'est lui qui a élevé le bot. C'est quand même assez particulier. Désolé, Benoît, pour le truc. Ça, c'est quand même très particulier. Non, c'est bien le français. C'est quand même particulier. Twitch raciste, dit quelqu'un. Non, pas nécessairement. C'est peut-être un problème de réglage. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plus de vodka. Aussi, peut-être. Ça a peut-être été réglé par Roomba. Hop, je regarde mon bouton, il est bien là. C'est juste pour vous dire qu'on arrive au bout de cet épisode 294.
de 194. On vous a posé une question dans cet épisode, j'espère que vous y avez répondu. Tu veux qu'on en pose une seconde pour valider l'idée que quelqu'un nous a écouté jusqu'à cet instant-ci, jusqu'à la 78e minute, ou pas, Sébastien, je sais que... Oui, alors, il y a un truc, je reviens sur les échecs, parce que je jouais énormément aux échecs quand j'étais gamin avec mon paternel, et il y a un terme qui s'appelle, enfin que justement je demande le terme, qui permet de faire bouger deux pièces en même temps, qui sont effectivement le roi et la tour. Comment s'appelle ce petit... cette le petit, le grand. C'est le seul... C'est le petit ou le grand. Le petit, le grand, et c'est la seule fois où effectivement on peut bouger deux pièces. Ça, ou quand on ferme le jeu pour le remettre dans sa boîte. Mais Ça, oui. mais effectivement, c'est le petit ou le grand. Voilà. Et on peut le faire qu'une seule fois sur la partie aussi, me semble-t-il. Hein. Donc voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire. Ouh là là. En le disant, je me suis dit, aïe, l'algorithme s'est réveillé. N'hésitez pas à nous mettre vos réponses en commentaire sous cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be, ou même dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On lit vos messages, ou en tout cas on essaye de les lire tous, et quand ça s'y prête, on y répond même, pour vous dire qu'on est proactif. Merci David, qui va terminer sa nuit, parce qu'il était en pleine nuit là, à Bangkok, et puis merci également à Sébastien. On va d'ailleurs retrouver David très prochainement, j'ai peur de dire une bêtise, donc on va rien dire. On se dit à très très bientôt, merci d'avoir écouté cet épisode, prenez soin de vous, à très bientôt, salut.